Bonjour à tous, ça y est, si vous voulez bien prendre place, on a une plénière qui est consacrée à l'Europe offensive. Après le MEDEF de combat, il y a la France au combat, si j'ai bien compris le message tout à l'heure de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances. Eh bien, est-ce que l'Europe est au combat, suffisamment au combat? Alors, à mes côtés, deux acteurs très importants de l'Europe. Je vais commencer évidemment par ma voisine de gauche, honneur aux femmes, Emma Marcigaglia, ça y est? Ok, paraît-il que même les Italiens n'arrivent pas à le dire forcément du premier coup. Alors, c'est une sacrée patronne, c'est même la patronne des patrons. Elle dirige Business Europe. Elle a dirigé l'équivalent du MEDEF italien qui s'appelle Confindustria pendant longtemps. Elle l'a quitté il y a un an. Elle dirige une entreprise familiale et croyez-moi, d'après mes rumeurs de maître, elle est assez redoutable et redoutée, Emma. Et c'est une entreprise familiale italienne qui est près de Mantoue. Elle nous dira si justement elle trouve que l'Europe est suffisamment au combat. À mes côtés, à droite, Michel Barnier, commissaire européen, donc évidemment l'un des acteurs importants de la Commission européenne et peut-être ensuite d'autres choses, on en dira peut-être un mot. Et puis évidemment, Michel Barnier, vous avez été ministre, peut-être on aura votre regard sur cet enfer fiscal qui est devenu peut-être la France, là encore, et en tous les cas, quel regard vous portez sur les derniers événements qui ont été largement commentés depuis l'ouverture de cette université d'été du MEDEF. Je vais commencer peut-être par vous, Emma, pour vous nous disiez un peu quelle est votre vision de l'Europe. Est-ce que l'Europe est suffisamment au combat? Est-ce qu'elle sert ses entreprises? Ou au contraire, elle ne va pas suffisamment loin et elle ouvre trop grand ses frontières. Emma Marcigaglia, c'est à vous. Well, first of all, thank you very much. Sorry, I promise next time that Pierre Gattaz will invite me, I will speak French, but for now I'm not fully equipped. I'm very delighted to be invited by you. This is an outstanding convention, so it's really a pleasure for me and an honor for me to be here. Is Europe fighting? Is Europe equipped for the competitiveness of its company? I think there are some commissioners who are doing a great job, and I'm not saying that because he's here, but Michel Barnier is one of them. But as a general thing, I think that Europe is not doing enough. We are in a very difficult situation. The fall maybe of the economy is finished, but the recovery is very fragile. We have a lot of problems. Unemployment is still there. So we need to act now. We cannot just talk. Business as usual is not an option for Europe. I think we have to do more. We need a different energy policy, for example. We need less bureaucracy, very much less bureaucracy in each country, but also at European level. We need to work on raw materials. In my opinion, Europe is not competitive enough. Let's think, for example, what's going on in the US. The US are reindustrializing themselves, also, for example, using the shale gas. They decided to do that. They are very fast. They go on. They don't have a lot of obstacles. They don't have different groups that say, this is not possible, this is not possible. So, in my opinion, Europe has to change. We have to be very fast. The real issue, in my opinion, is that we have to be fast. We have to act. We cannot go on as we have done until now. So my first answer is no. Europe has to do much more. And also, us as Business Europe, we have to do a lot. When I was elected, my slogan was, we want to be an outspoken association. We are not feared to say something against the Commission if this is needed to defend our companies. We want to be agenda setting. So this is not time to talk. This is time to be concrete and to do things. And this is what we meant to do. Donc c'est le MEDEF de combat, mais c'est aussi Business Europe de combat, puisque vous êtes donc la patronne des patrons européens. Vous êtes dans une mood très agressive, Emma Marcigaglia.
aggressively? Yeah, you know, because I'm not aggressive. I'm an entrepreneur, as all the people who are there. But you know, I think being an entrepreneur and being, as you said, and thank you for the kind words you said, being at the head with my family of a global company who compete globally in a sector as steel, which is a really global and open market sectors, I feel that the concerns of the companies. Of course, we have to do our job. It's not only the Commission or the national governments that has to make their job. Also, we have to do our job. But I feel the concern, and I really think that we have to take advantage of these very smooth signals of recovery to do things. What I have some fear that the fact that now we have a growth of 0.3 in the second quarter. Best case. People will say, or also the head of the governments, or maybe also the European politician will say, okay, everything is done. Now we are out of the crisis. Things are getting better. So we are happy. No, we have a lot to do. We have things to do. We have to be very concrete. As I said, and I want to underline, we want to make our jobs, of course, but this is time to do things. And also the Commission has another year of work, and this is a good occasion to finalize a lot of directives, of a lot of initiatives which must enhance the competitiveness in Europe. Michel Barnier, on voit bien que le décor là est assez bien planté par Emma Marcegaglia. L'Europe n'en fait pas assez. Vous, est-ce que vous trouvez que l'Europe maintenant est effectivement à l'offensive? Elle a été défensive, crise oblige, et qu'aujourd'hui, il faut qu'elle soit plus offensive. Bien d'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci au président Gattaz et à son équipe de son invitation. Je suis très content de me trouver aux côtés d'Edwige Chevrillon et d'Emma, qui est une présidente de combat des entrepreneurs européens. Nous sommes dans le combat. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que j'ai souhaité quitter il y a 4 ans la politique nationale pour revenir dans l'engagement européen. Et force, si je suis honnête et objectif, de dire que le combat que nous conduisons depuis 3 ans et demi avec cette nouvelle commission est un combat en défensive. Le dos au mur. Nous avons fait face, n'ayons pas la mémoire courte, en tout cas moi je n'aurai pas la mémoire courte, à 2 crises que nous n'avions jamais connues, ni même imaginées. Une crise qui est venue des États-Unis, dans le secteur financier, en raison de 20 années de dérégulation ou d'autorégulation, de secteurs financiers qui, de mon point de vue, se caractérise par une caricature du capitalisme depuis 25 ans, qui s'était mis, on a parlé de finance casino, à son propre service plutôt que d'être au service de l'économie réelle. Et cette crise s'est propagée en Europe, où nous avons également beaucoup de faiblesses dans notre secteur financier. Mesdames, Messieurs, sur ces sujets, vous parliez d'action, d'offensive, de combat. J'ai présenté et fait passer depuis 3 ans 28 lois de régulation. Aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur n'échappe et n'échappera à une régulation et à une supervision intelligente et efficace. Et puisque je parle d'acteurs financiers, je peux même ajouter aucun banquier, quand il le méritera en raison de manipulation ou d'abus de marché, n'échappera à la prison. Et puis le deuxième front, qui s'est ouvert quasiment au même moment, puisque cette crise financière a coûté beaucoup d'argent, 13 points de PIB, elle est venue, cette crise financière, accentuer l'autre crise qui est la nôtre. Elle ne vient pas d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas les autres qui vont la régler pour nous, c'est la crise de la zone euro. Et je veux dire la double faiblesse de la zone euro, que Jacques Delors a d'ailleurs bien diagnostiquée au tout début, une faiblesse congénitale qui était l'absence de gouvernance dans la zone euro, 17 pays, aujourd'hui 18, qui ont la même monnaie et 17 politiques budgétaires, fiscales, sociales, financières
juxtaposées quand elles ne sont pas concurrentes. Et puis, dans cette zone euro, il y a des pays, et pas tous, et pas seulement la Grèce, si vous comprenez ce que je veux dire, où l'on a mal géré les finances publiques, où la règle a été d'augmenter la dépense, d'augmenter les frais de fonctionnement et de payer ces dépenses supplémentaires par plus de taxes et plus d'emprunts. C'est fini, nous n'avons plus de marge. Et nous avons, mesdames et messieurs, tiré là aussi, en défensive, le dos au mur, les leçons avec le nouveau traité de surveillance budgétaire, le nouveau traité de coordination des politiques économiques, avec les règles qui s'appliquent maintenant aux pays en déficit excessif, en pays qui sont également sous programme. Et puis, dans mon domaine, c'est ce que je suis en train de finir, dans le secteur financier, l'union bancaire, qui est une véritable révolution. Les 6000 banques de la zone euro seront, dès 2014, supervisées par la Banque centrale européenne. Et ma deuxième proposition, qui est en cours de discussion, c'est celle de résoudre les banques quand il le faudra. Malheureusement, il y aura quelques cas de ce qu'on appelle des faillites ordonnées, pour que les banques payent pour les banques et pas les contribuables, comme on l'a fait et comme on l'a vu depuis quelques années. Voilà en quoi nous avons été, après un diagnostic, dans l'action et le combat. Tirer les leçons de la crise financière, corriger les deux grandes faiblesses de la zone euro. Et les choses sont en route, de telle sorte que je peux dire, objectivement, que le train qui a failli dérailler, on n'a pas été très loin il y a 2 ans, 1 an et demi, a été remis sur les rails, que nous avons redressé les rails pour qu'elles soient bien parallèles et que ce train redémarre avec aussi, je ne l'oublie pas, le rôle de Mario Draghi et de la Banque centrale européenne. Mesdames et messieurs, ça ne suffit pas. Nous avons stabilisé une zone euro qui était au bord de l'explosion. Quand on est stabilisé, on peut tomber d'un côté ou de l'autre. On peut se dire qu'on a fait l'essentiel et ne plus rien faire. Moi, je sais que ce qui va se passer dans ce cas-là, parce que les autres ne nous attendent plus dans le reste du monde, ne nous attendent pas, où l'on peut prendre en main son propre destin et engager une politique offensive et européenne de compétitivité. Et c'est ce à quoi je travaille avec mes collègues. Je voudrais simplement télégraphiquement vous donner, puis on pourra peut-être y revenir, les 7 ou 8 éléments qui pour moi constituent le nouvel objectif majeur de la future Commission européenne et du prochain Parlement européen en ce qui concernerait cette stratégie européenne de compétitivité dans ce que le président Gattaz a appelé la fenêtre d'opportunité où nous sommes aujourd'hui. D'abord, dans l'ensemble des pays européens, retrouver l'efficacité de la dépense publique. Moins de dépenses de fonctionnement, plus de dépenses d'investissement. Vous dites ça pour la France Je dis ça pour la France, qui reste mon pays et qui, depuis 40 ans, n'a pas été fichu de présenter un budget en équilibre. Et l'Italie Et l'Italie pour Emma? Oui, mais les problèmes sont différents et je le dis aussi pour l'Italie, qui d'ailleurs fait l'objet d'un travail courageux de la part du nouveau Premier ministre. Il ne faut pas faire ça pour Bruxelles, mesdames et messieurs. Nous le faisons pour nous-mêmes et personne ne viendra le faire à notre place. Je dirais, peut-être si on parle des retraites ou d'autres sujets, que c'est le moment pour le gouvernement français d'être courageux, d'avoir du courage politique, y compris en prenant des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde. Et c'est aussi le moment pour l'opposition d'être courageuse, pour soutenir le gouvernement quand il prendra des mesures courageuses. Première clé, une nouvelle gestion de la dépense publique. Deuxième clé, l'épargne privée, puisqu'il n'y a plus d'argent public pour investir, pour relancer. C'est la clé du financement et c'est aussi pourquoi j'ai lancé ce livre vert sur l'investissement de long terme. Troisième point, la coordination de nos efforts européens en matière de recherche et d'éducation, de formation. Regardons bien pourquoi ça marche en Finlande, pourquoi ça marche en Suède, pourquoi ça marche en Allemagne. Je ne dis pas qu'il faut copier, mais au moins qu'on regarde pourquoi les systèmes d'apprentissage, de formation, d'éducation marchent chez les autres mieux que chez nous. Quatrième point, l'investissement dans la recherche et l'innovation. Moi, je crois que c'est la bonne protection n'est pas dans le protectionnisme, elle est dans l'investissement commun. On a identifié au niveau de la Commission européenne, avec mon collègue M. Tajani,
les 7 ou 8 technologies clés dans lesquelles les Français, les Européens sont en train de perdre tout simplement leur autonomie, leur capacité de souveraineté. Et beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, sont chefs d'entreprise utilisant de telles technologies clés dans les nouvelles énergies, les biotechnologies, les nanotechnologies. Si nous n'investissons pas ensemble, nous serons dans ces domaines-là totalement, dans 5 à 10 ans, dépendants, sous-traitants, consommateurs des technologies fabriquées par les Chinois, les Japonais et les Européens. Moi, je ne suis pas engagé en politique pour que l'Europe et mon pays soient sous-traitants et sous influence. Le 5e point est pour moi important, il fait partie de la compétitivité, c'est le dialogue social. Là aussi, nous n'avons pas cette culture, nous devons l'acquérir parce que c'est ça qui permet parfois, souvent, de faire des réformes courageuses ou difficiles. 6e, des choix collectifs et coordonnés en matière d'investissement, qu'on ait à nouveau l'audace qu'on a eue avec la CECA, avec ITER, avec Galileo. Et puis, si vous me permettez de conclure là-dessus, puisque nous ne sommes pas tout seuls, que l'Europe cesse d'être l'idiot ou le naïf du village mondial. Que nous sachions protéger quand il le faut, soutenir, comme les autres le font. Je peux bien vous dire, à la place où je me trouve comme commissaire au marché intérieur et à la régulation financière, puisque je passe mon temps à Pékin, à Washington et dans d'autres capitales, que les autres n'ont pas de scrupules, n'ont pas de complexe. Nous avons ouvert toutes nos portes, toutes nos fenêtres pendant que les autres fermaient les leurs. Nous ne savons pas pratiquer la réciprocité. Mais vous avez complètement raison, vous voyez la preuve. J'ai proposé il y a quelques semaines à la Commission européenne, qui l'a adoptée après un long débat, une mesure qui paraît absolument banale, celle d'être capable de saisir en transit les marchandises qui passent en Europe et qui sont contrefaites. La contrefaçon coûte 200 000 emplois par an en Europe. Nous n'avons pas la capacité juridique aujourd'hui de saisir des marchandises fabriquées en Chine et qui, soi-disant, vont au Brésil en passant par l'Europe. Lorsqu'elles sont chez nous, en Europe, nous devons cesser d'être naïfs. Et je pourrais citer d'autres exemples de cette naïveté qui a, je crois, maintenant, doit cesser. Voilà ce que je voulais dire et ce que je fais et ce que je pense. C'est un véritable programme. Juste, il y a un point très important, on y reviendra avec Emma Marcegaglia, c'est la politique de la concurrence. Vous êtes devant des chefs d'entreprise, c'est vrai que souvent on se demande pourquoi la Commission européenne a une telle politique de concurrence. Plusieurs fois on a cherché à changer, je m'en souviens de propos d'Angela Merkel à Davos en disant mais il faut changer, et en fait ça n'a pas changé. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a deux discours au niveau européen? Excusez-moi, la politique de concurrence, elle a été construite en Europe. Mon chef de cabinet, Olivier Guersan, qui était le directeur de la lutte anti-cartel à la Direction générale de la concurrence, pourrait en parler mieux que moi, sur les mêmes modèles, les mêmes règles, les mêmes modalités que la politique nationale de concurrence. On a quasiment reproduit les mêmes textes parce qu'on a trouvé que les textes français étaient bons. Elle s'exerce dans le cadre des limites qui sont fixées par le législateur. Qu'est-ce qui empêche le législateur de mettre à côté de la politique européenne de concurrence d'autres politiques dont la politique de concurrence devra tenir compte, auxquelles elle devra s'adapter? Il n'y a pas d'exemple en Europe où la politique de concurrence européenne ne s'adapte pas, n'accompagne pas une stratégie quand elle existe. Mais nous n'avons pas de politique industrielle européenne. Ça cesse d'être un gros mot depuis quelques mois parce que nous sommes quelques-uns à nous battre pour créer les bases d'une politique industrielle. Je suis prêt à en reparler. Le jour où elle existe, comme il existe une politique agricole, la politique de concurrence respectera et s'adaptera. Voilà ce que je pense. Est-ce qu'il faut une politique industrielle au niveau européen, Emma Marcegaglia? Est-ce qu'il faut changer les règles de la politique de la concurrence européenne? Yes. If you allow me, I would like to comment very briefly before answering to this about what Commissioner Barnier said about his points on competition, on competitiveness, sorry. So on my opinion is this, that in this year, after the crisis, Europe make a
a good progress on coordination of fiscal consolidation, of economic governance. Let's think about the 2-packs, the 6-packs, the European semester. All this part, I think, has been implemented in a good way. But what is the problem? And now let me talk also as an Italian, but I think this applies also to France. What happened is, for example, Italy came from a deficit, a GDP deficit of 5% to 2.9%. How? Not cut public spending, as Commissioner Barnier said before. The public spending is still there, very few cut spending, but raising the tax. So what is going on is this. So where there are, cutting of deficit, this is happening with new taxes. I understand that also here in France, the idea of a pension reform, which is absolutely important, we need to make pension reforms all over Europe, raises the tax and the burden on companies. This is not the way to make more competitive Europe, more competitive France, more competitive Italy. So on this point, I think I understand that the Commission cannot say, yes, they are making the recommendation, a national recommendation, but if we look at what's going on, the ECB, said that only, I think, 15% of the national recommendation have been applied in the single countries. This is not the way to go on. So, cut public spending is a real concern. I don't know what's going on here. I can say that you are very high in public spending, but also in Italy, for example, it's very difficult to cut public spending. Same problem. Yeah, the same problem. But we cannot go on having more public spending, more taxes. How can we go back to growth with, taxes which are, for example, in Italy around 58% on the one who pay tax? Here, I think, is more or less the same. So, cut public spending is important, but we have to stop raising the tax. Otherwise, we cannot be competitive. We cannot compete with companies who have 20% of taxes, 15% of taxes, 12% of taxes. So on this point, I think we have to go on and to be very clear. Otherwise, there is no growth possible. On investment in research and technology, as I think I agree totally with Commissioner Barnier. Let me say something about competition policy and industrial policy. I think competition policy is a backbone in the European policy. It's very important. We have made a lot of progress, but also here, I think we need a balance. We need a balance between the idea and the need to defend the consumers, which is absolutely important, but still the competitiveness of our company. Sometimes, let me say that, in Europe I see too dogmatic attitudes, too ideological also attitude on this. Also on this, which is absolutely important, we don't have to be dogmatic. And so, another time, I want to underline this, we have to look at the competitiveness of company. And let me say the last thing on industrial policy. I think we really need an industrial policy in Europe. Commissioner Tajani and Commissioner Barnier are working a lot on this. There is this aim to go back to 20% of GDP coming from industry. Let's remember that one job in industry means 2 jobs in services. Industry is very important all over Europe, but still, if we want to be serious and if we want to be concrete, we have to be consistent in what we say. So if we want an industrial policy, it means that, as I said before, we have to have an energy policy, a climate policy, which is different from the one we had until now. We need a target of cost reduction of energy. We need target of energy security in supply. We cannot only be the one who go on unilaterally saying we have to reduce the CO2 emission. All the world will follow us, but the world is not following us. So we want to invest on this because this is important. I believe this is important.
but we cannot be unilateral, saying we go on and the other will follow. The other are not following. So, and also I talk of shale gas. I think that Europe must be open to all different kinds and sources of energy if we want to be competitive. So also on this, industrial policy means a different energy policy, means less bureaucracy. On this, I want to underline, we have too many regulations at a national level and also a European level. We regulate ourselves at death. This is not compatible with competitiveness. So on this, we have to work a lot. And third, I agree with, I want to just to underline this, we have to work better on access to finance. In Europe, there are a lot of small, medium enterprise, mainly in the peripheral countries, where there is no access to banks' loan, or the prices are very high. So also on this, we have to work. So I'm absolutely in favor of an industrial policy. This is one of our key points. What we ask to the Commission is to be consistent on what we said. So we need a huge change on all the different policies which are going on at a European level. Otherwise, we just talk, but the competitiveness is not there. Merci Emma, on a compris le message très cut. Michel Barnier, c'est cette Europe offensive, puisque vous nous avez expliqué que là, il y avait l'Europe défensive, l'Europe offensive, vous en avez dressé les principaux points de ce nouveau décor. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ce que disait quand même Emma Marcegaglia, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un peu changer les lignes, les lignes de concurrence. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là? Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être moins clairement qu'elle-même, mais je pense que si nous bâtissons des stratégies, une stratégie globale de compétitivité et une politique industrielle sans complexe, pour que l'Europe reste ou redevienne, quand elle a cessé d'être un continent de production manufacturier, pas seulement un territoire de services et de consommation des produits fabriqués chez les autres, il faudra que la politique de concurrence accompagne et soutienne ces stratégies. Mais il faut commencer par bâtir cette stratégie de politique industrielle et qu'il y ait une volonté politique. Tout est une question de volonté politique. On a parlé de fiscalité tout à l'heure. C'est insupportable pour moi, comme commissaire au marché intérieur, que d'avoir dans le même marché, dont une grande partie des pays ont la même monnaie, 28 bases différentes ou concurrentes de l'impôt sur les sociétés. Et je pourrais multiplier les exemples de ces concurrences fiscales qui doivent conduire dans les mois qui viennent à des propositions pour bâtir un socle fiscal, une base fiscale commune pour certains impôts qui touchent les consommateurs, qui touchent les entreprises. L'entreprise en l'occurrence. Mais c'est plus, mesdames et messieurs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Non, je vais vous dire pourquoi. Dans le traité actuel, nous sommes contraints à l'unanimité. Un ministre peut bloquer tous les autres. Et donc ça, c'est pas supportable avec 28 pays. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut utiliser un des outils du traité de Lisbonne, qui est celui de la coopération renforcée, et que ceux qui veulent avancer, par exemple l'Allemagne et la France et d'autres pays de la zone euro, pour une base commune, je parle d'une base, pas des taux de l'impôt sur les sociétés, avancent sans attendre les autres. Hein. Oui, lorsqu'on voit, vous avez... Vous avez beaucoup travaillé sur l'union bancaire. On a bien vu que c'était quand même très difficile à mettre en place. Mais on y arrive. On y arrive, mais même les Allemands étaient contre. Enfin, ça a été très regardez, difficile. Excusez-moi, Edwige Chevrillon. L'union bancaire, je vais être très, très précis. Ceux qui voudront consulter mon site pourront voir tous les textes que j'ai présentés. Certains banquiers ou assureurs pensent que c'est trop, d'ailleurs, mais enfin, bon, moi je pense que c'est... Oui, ça, je vous le confirme. Oui, mais peu importe, je pense que... Je vous ai dit, je n'aurai pas la mémoire courte. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le Single Rule Book. C'est l'ensemble des textes qui s'appliquent aux 28 pays, à tous les marchés, acteurs, produits financiers dans les 28 pays du marché unique. Dans la zone euro, qui est à l'intérieur du marché unique, on a une interdépendance obligée entre nos États et nos banques. Pour les États, on a traité la question avec le traité budgétaire. Je recommande d'ailleurs que les ministres expliquent bien en France et les parlementaires se rendent bien compte de ce qui va se passer, parce que ça va changer pas mal de choses. Et puis pour les banques, nous avons, à la demande des chefs de gouvernement, le 29 juin dernier, il y a 1 an et demi, décidé de créer l'union bancaire. Et on a quasiment fait l'essentiel
en moins d'1 an, nous avons créé la supervision bancaire des 6000 établissements de la zone euro. Je vous prie de croire que ça va changer beaucoup de choses pour eux. Et puis, j'ai présenté le deuxième pilier de cette union bancaire, qui est la résolution, la mise en faillite ordonnée, éviter ce qu'on a connu avec l'affaire Dexia, par exemple, dans le désordre en plein week-end, qu'on ait un mécanisme européen préventif et capable de décider s'il faut mettre en faillite une banque après avoir utilisé tous les autres outils pour éviter que ce soit les contribuables qui payent. Donc, franchement, il aura fallu moins de 2 ans. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait dans le secteur financier, on aurait pu le faire dans le secteur je sais pas, de l'industrie et des services, dans le secteur concurrentiel, les autres secteurs concurrentiels? Oui, mais... Et alors pourquoi ça n'a pas été fait? La circonstance atténuante que je peux trouver aux dirigeants européens, de droite ou de gauche, c'est la violence de la crise, depuis 4 ans, qui a failli tout mettre par terre. À la fois le système financier mondial et la zone euro qui a été percutée et qui a révélé ses propres faiblesses. Nous avons pris les bonnes décisions, je suis sûr de ça. Le train est revenu sur les rails, maintenant il faut qu'il démarre. Et qu'est-ce qui va gagner lorsque la croissance va revenir tout doucement? Ceux qui seront les plus musclés, ceux qui auront été les plus courageux, ceux qui auront fait les réformes. C'est ça que je souhaite pour mon pays, c'est pour ça que je parlais de courage politique, parce que je suis sûr que la croissance revenant, dans la zone euro et pour l'Union, les pays qui vont en profiter le plus, en s'en sortir le mieux, ce seront ceux qui se seront réformés. 2 questions, Michel Barnier, et puis une qui permettra de rebondir sur Emma Marcegaglia. D'abord, peut-être justement, est-ce que la crise, elle est vraiment définitivement derrière nous? Est-ce que la reprise, elle est là? Est-ce qu'elle est là, elle frémit? Ou quel est votre point de vue? Je crois que nous en tant que avons commissaire européen passé il y a plusieurs crises qui se cumulent. Hein. Je dirais que nous sommes à la fin de la crise financière, au milieu de la crise économique et peut-être au début d'une crise sociale ou politique. Hein. Donc pas d'euphorie, mais je pense que nous avons passé le pic de la crise financière. Qu'appelez-vous une crise sociale et politique? Les conséquences des fermetures d'entreprises, du fait qu'il y a de la concurrence déloyale, sociale et fiscale, le fait qu'il n'y a plus de commandes, toutes les conséquences de l'absence de financement qu'on constate pour beaucoup d'entreprises, qui les obligent à diminuer leur emploi, et donc des gens qui sont au chômage, plus de 23%, et sans parler des jeunes dans beaucoup de pays européens qui sont à des niveaux supérieurs. Tout ça provoque de la désespérance et en même temps du populisme. Emma Marcegaglia. Intéressant ce que dit le commissaire Barnier, c'est-à-dire qu'il y avait une fin de la crise financière, milieu de la crise économique, début de la crise sociale et politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il n'y a pas de fatalisme à ça. Hein. Yeah. Oui, mais c'est un constat. Je constate, mais il n'y a pas de fatalisme. Hein. Yes, I agree. I hope that the financial crisis is ended. If we consider what was the situation of Europe last July, there was a big discussion: are we close to the collapse? Are we close to the collapse of the euro? Yeah, so we are far away from that. So there is still uncertainty also on the financial market. But I agree with Commissioner Barnier that I think that the financial crisis is, let's say, a little bit more under control. I think we are still in a situation which is a difficult one. I agree with Commissioner Barnier because, as we said before, yes, maybe the fall is finished. Yes, there is some small signals. The second quarter was a little bit better. But this recovery is fragile. This recovery is not enough, is insufficient to solve the problem of unemployment and of the death of the companies. We need more. We need more of this. And of course, when you have 20 million of people unemployed, without jobs, of course, we risk a social crisis. There is a lot of poor people. There is a lot of people who work, but they don't have enough money to arrive at the end of the month. So I really think that, as we said before, we don't have to be, we are satisfied because now we have plus 0.03%. There is a lot to do. And so I think we cannot say that everything is finished. We are still in a very difficult situation. I think that we have to take advantage of these smooth signals of recovery. There is some confidence that is
coming back, and so we have to act, as I said before, because this is the time to solve the problems. Otherwise, really, the risk is that Europe, instead of having its leading position, Europe has always had before, we are declining. We don't want to decline. We want to fight. We want to put all our capacities to really go back to create jobs and to wealth. So on this we have to work. But now the crisis is still there, and so we really have to work all together, not saying it's your fault, it's our fault, but really we have to all the governments, in my opinion, and all the European leaders has to underline and has to understand that we have to do a lot of things, and we don't have to waste time, because sometimes what I see is that, let me just say once, what we are talking, all the way to go back to competitiveness, also what Commissioner Barnier said, if you read the growth pact of June 2012, Pacte de croissance. everything was there. No? The competitiveness, more competition, research, innovation, all these things, which are the good things to do, were written there. But unfortunately, on this point, because I agree with Commissioner Barnier that on the financial crisis we did a good job, I totally agree with him that the works done on banking union is a very good work. We have to go on. There is also the guarantee on deposit, but the part that has been done is very good. But the part on competitiveness, the part on growth, which was written very clearly in June 2012 in the growth path, most of this part is hidden there, is lying there, and no things are going up. So this is not the time just to talk, as I said before. We still have 1 year of this commission, and this commission has to work very hard, as Commissioner Barnier does, really to go back to competitiveness and to growth. Voilà le message là encore. Michel Barnier, je rebondis sur ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. Vous avez dit, sinon il y a un risque, puisque crise sociale, il y a un risque de populisme, de montée du populisme. Il y a des élections européennes en mars prochain. Est-ce que vous redoutez beaucoup, effectivement, le résultat de ces élections européennes? Moi, d'abord, je ne suis pas spectateur du débat public. Un commissaire européen est un homme politique. Ce n'est pas un super technocrate bruxellois, apatride. Je pense d'ailleurs, mesdames et messieurs, que quand j'entends parler de la bureaucratie bruxelloise, qui existe, en cherchant bien, on en trouverait d'ailleurs de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles. Mais je pense une chose, c'est que à Bruxelles comme à Paris, quand les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Ah. Et c'est donc le cas à Bruxelles. Et donc, moi, je me comporte comme un commissaire européen qui est un homme politique. C'est d'ailleurs pas interdit aux hommes politiques de s'intéresser à l'économie. Edwige Chevrillon, il n'y a pas de fatalité s'il n'y a pas de fatalisme. Moi, je suis au combat sur la régulation financière, au combat sur le marché intérieur. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais nous avons présenté 28 lois pour la régulation. J'en ai présenté presque autant avec mes collègues pour relancer le marché intérieur, pour créer l'écosystème qui cesse d'être un espace d'emmerdement ou de contrainte, si je puis me permettre, pour les entreprises et pour les consommateurs, et plutôt un espace d'opportunité. Je vais prendre 2 exemples. Le brevet européen. Ça fait 35 ans qu'on attend, que vous attendez un brevet qui coûte enfin un prix compétitif par rapport. Je l'ai proposé il y a 2 ans, il a été adopté par 25 pays, il va coûter 5 000 € au lieu de 30 000 € aujourd'hui à cause des langues. C'est possible, c'est possible. Et les marchés publics, je viens de faire adopter au Parlement et au Conseil des ministres une simplification drastique des règles qui sont imposées aux entreprises qui participent à des appels d'offres. Ça représente 17% du PIB, la commande publique. C'est possible de simplifier, c'est possible de réduire un certain nombre de poids administratifs. Maintenant, je dis un mot sur le populisme. Moi, je pense que les citoyens sont plus intelligents que certains hommes ou certaines femmes politiques ne le croient, en France ou dans d'autres pays. Et je ne cite personne.
Je pense qu'il faut que les hommes politiques y croient, et c'est le cas en général des hommes politiques français, des partis de gouvernement. C'est aussi évidemment le cas des chefs d'entreprise qui regardent le monde de manière plus objective que les hommes politiques français qui ont une vision très hexagonale, marchent au milieu de la route. Moi, j'en ai assez, mesdames et messieurs, de ce silence à propos de l'Europe. J'en ai assez d'entendre des hommes et des femmes politiques français dire « nos problèmes, c'est la faute des autres, c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Allemagne ». Ça suffit que ces gens soient courageux. Ce n'est pas Bruxelles qui a fait les 35 heures. C'est pas Bruxelles ni Berlin qui est responsable du fait que depuis 40 ans, depuis Raymond Barre, il n'y a pas eu un seul budget en équilibre présenté par le gouvernement français de droite ou de gauche. Et depuis 30 ans, il y a eu 15 années de gauche et 15 années de droite. Donc chacun prend ses responsabilités, elles sont largement partagées. Donc cessons de dire que c'est toujours la faute des autres. Et ce n'est pas les autres qui vont venir régler nos problèmes pour nous. Hein. Voilà. Donc moi, ayant dit cela, je pense que, comme le disait d'ailleurs dans un de ses discours le général de Gaulle, il faut combattre la démagogie par la démocratie. Et donc, le pire pour l'Europe, c'est le silence, qui plaît tant à tant de gens qui vont décider à Bruxelles et puis qui n'expliquent rien, qui n'assument rien. Il faut que les hommes politiques français de droite et de gauche qui sont aux responsabilités, parlementaires nationaux, parlementaires européens, ministres, assument le choix européen de la France, l'expliquent et puis corrige ce qui doit être corrigé. Je suis bien placé pour savoir ce qui doit être changé à Bruxelles, y compris du niveau de la bureaucratie, pour plus de démocratie, pour de nouvelles politiques. Et je participerai à ce débat l'année prochaine, soyez sûrs de ça, notamment en matière de politique industrielle. Il y a deux mots qui étaient des gros mots à Bruxelles, qui ont cessé de l'être, et j'y suis pour quelque chose, c'est le mot de réciprocité et le mot de politique industrielle. C'est possible de faire bouger les lignes, mais de grâce, pour tous ces problèmes qui existent, prenons garde de ne pas mettre en cause le projet européen lui-même. Parce que ce projet, il n'est pas une option pour nous, mesdames et messieurs, il est vital. J'ai ici un tableau que M. Cameron, je vais juste vous montrer ça parce que c'est que M. Cameron a publié dans un document qu'il a fait pour soutenir mes efforts dans le domaine du marché intérieur. Il n'a pas fait de document pour soutenir la régulation financière, mais je l'ai fait quand même avec les... Ce tableau, il a été publié pour montrer l'importance du marché unique. C'est tous les 10 ans, à partir de 2010 jusqu'en 2050, les 10 pays les plus importants économiquement du monde. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens parmi les 10 premiers. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Et tous les 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Si on ne bouge pas, il y en a un qui est éjecté du tableau, un pays européen. Et en 2050, c'est notre temps, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous et celui de nos enfants, dans le G8, il n'y a plus un seul pays européen, plus un seul. Comment on reste dans le tableau? Comment on reste autour de la table? Comment on reste acteur et non plus spectateur de notre propre avenir? C'est en étant ensemble, en ayant ce marché unique. Quand je suis à Pékin ou à Washington, la seule raison pour laquelle on nous respecte, c'est le marché unique aujourd'hui. 500 millions de consommateurs. Prenons garde à ne pas laisser, à l'occasion des prochains débats, fragiliser ou compromettre ce projet. Après, on peut discuter de tout le reste. De tout le reste. Peut-être un mot de conclusion à votre tour, Emma Marcegaglia. Qu'est-ce que peut faire le Business Europe? Est-ce que l'Europe des entreprises, ça existe? Et quel rôle vous pouvez jouer, en fait, vraiment, pour aller dans le cadre de cette Europe de combat dont on parle? What we can do is, first of all, going back to, I think, of course, I talk about competitiveness until now, I will go on with that. But also, I think we have to remember that Europe is not only economy, is values, is staying together, is also people who believe in the same values. I think that the integration of Europe is the only way we have to
to go back to prosperity. I think we have to think about this. I think we are in the same, we have to go on all together. As Business Europe, we want to be, as I said before, an outspoken voice, saying that our future is only Europe, that we have to do our jobs in the at the national level. I agree, totally agree with Commissioner Barnier. It's very simple to say we must do sacrifice in Italy, in France, in Greece, in Portugal, everywhere, because Brussels is asking us. This is not true. We have to do our job here. And so also as national association, and as MEDEF is doing now very clearly, very strong, we have to be an outspoken voice in saying national government has to do things without saying things which are not true. And on a European level, as I said, we want to speak about values, we want to speak about competitiveness. We will be a very outspoken voice saying we are the one, the companies are the one who create jobs. The companies are the one from where the prosperity will come. We are very important in Europe in this moment. We want to be considered, we want to be respected. We are not something that has to be deployed and full stop. We are the part who can really solve the problems of Europe. We don't want any subsidies. We just want to be put in the condition to compete, to create jobs, to create prosperity. We are ready to do that. We want to do that because this is our job, this is our love. So we are ready to do that. Don't deploy us, don't create problems to us, support us, and we can create a better future for our children, for ourselves, and for the entire Europe. So we are ready to do that, we want to do that, and we are ready to work. Merci beaucoup Michel Barnier, merci beaucoup Emma Marcegaglia, ça faisait du bien d'entendre parler de l'Europe offensive. Surtout, restez là parce qu'ensuite il y a une autre table ronde avec beaucoup d'intervenants, notamment un intervenant qui défend la politique industrielle, en l'occurrence le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Donc surtout restez là et merci à tous.